Merci beaucoup à vous d'être présents et d'être venus écouter ce que j'ai à dire sur le référencement. On va commencer par faire un peu connaissance. Alors, il y a souvent en référencement, en SEO, des niveaux très disparates dans une salle, et ça va m'aider pour moi d'adapter mon discours, de voir un peu le niveau que vous avez. Est-ce que ceux qui savent bien ce que c'est que le SEO peuvent lever la main? Tout le monde. Ok, donc je vais pouvoir vous apprendre des trucs un peu plus poussés que juste des grands basiques. Et est-ce que le netlinking, ça vous parle? Un peu moins. Ok. Alors, je suis Michael Priol, le fondateur d'une plateforme qui s'appelle netlinking.fr. Le netlinking, c'est une stratégie de référencement, c'est le réseau de sites qu'on a autour de son site qui contribue à développer la notoriété du site. Je vais vous le développer à l'intérieur, et donc on va aborder notre sujet. Hein. L'idée, c'était... il y a deux piliers dans le référencement qui sont le netlinking et le contenu. Enfin, on mettrait même le contenu d'abord, puisque le netlinking tout seul ne fera vraiment rien, le contenu sans netlinking arrivera quand même à faire un petit peu quelque chose. Et coupler les deux, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une stratégie gagnante en SEO, et on va regarder et essayer de comprendre réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des généralités que tout le monde dit et redit, mais je vais essayer de vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de contenu, en termes de netlinking, pour comprendre comment fonctionne l'algorithme et savoir pourquoi vous faites telle et telle chose. Alors, je vous disais tout à l'heure que c'était les facteurs les plus importants. On a quelques mois, il y a une étude qui a été faite auprès de la profession aux États-Unis. Et effectivement, les facteurs, selon les membres de la profession, les plus importants sont relatifs au contenu et aux liens. Et puis, c'est quand même intéressant de poser la question à Google. Alors, il y a 3-4 ans, il y avait RankBrain qui était sorti. Et lors d'une keynote, pour la présentation dans RankBrain, le porte-parole de Google était très fier de dire « Waouh, RankBrain, c'est le 3e facteur le plus important dans l'algorithme de Google ». Et il y a un journaliste très malin qui en a profité, qui a dit « D'accord, c'est quoi les deux autres ?» Et donc Google officiellement a annoncé que c'était le contenu et les liens qui étaient les deux facteurs les plus importants de l'algorithme. Alors ce que tout le monde sait, mais on avait une confirmation puisque la communication de Google est assez limitée. Je me suis permis, il y a quelques années, de faire un petit test. J'ai pris un nom de domaine, on appelle ça un exact match, c'est-à-dire que c'est un nom de domaine dont notre requête est dans le nom de domaine. Par exemple, netlinking, à la fois, c'est le terme usuel en français pour parler du réseau de liens, mais c'est aussi notre nom de domaine, on est un exact match. Et alors, je ne vous donne pas le nom parce que les trucs que je fais dessus ne sont pas parfaitement autorisés par Google, donc je vais éviter de me faire plomber mon site. Mais bon, c'est un mot-clé qui est tapé 15 000 fois par mois. Et puis, j'ai essayé d'isoler les facteurs de contenu et de netlinking pour voir ce qui se passe. Alors, là, il y a plusieurs graphiques qu'on va suivre en même temps en termes d'évolution. Donc, celui qui est tout en haut là-haut, c'est l'évolution du nombre de domaines qui font des liens vers mon site. C'est-à-dire combien il y a de sites différents qui me font des liens, mon netlinking, ma notoriété. Ici, la courbe en vert, ça va être l'évolution de mon nombre de mots-clés qui est positionné dans Google. Alors, ce n'est pas tous les mots-clés, hein, ce sont les mots-clés les plus significatifs. Et en bleu, le trafic qui est généré par ces mots-clés. Et là-haut, on a extrait dans la Search Console l'évolution de ce mot-clé. Voilà. Donc, on a commencé par mettre beaucoup de contenu sur le site, autant faire les choses massivement. Donc on a mis 350 pages de contenu. Alors pour ceux qui sont un peu sur des techniques un peu borderline, on était sur du contenu spiné, c'est-à-dire c'est du contenu généré automatiquement, mais qui génère du contenu en français, mais qui est différent à chaque page. Et on a étalé la publication de ce contenu sur 6 mois, en mettant 0 à 5 pages par jour pour avoir une diffusion assez régulière. Voilà. Donc on a commencé par mettre du contenu. On n'avait que 2 sites à cette époque qui faisaient des liens vers ce site, donc un netlinking vraiment embryonnaire. Et on a rajouté 5 liens pour histoire d'avoir quand même un peu de jus, parce que sinon on n'aurait pas vu grand-chose. Et on a vu que ce site a commencé à générer des mots-clés, un peu de trafic, et à se positionner en 2e page sur notre requête qui nous intéresse. Et puis, pendant un long moment, on n'a plus rien fait. Et là, on voit que les mots-clés stagnent, le contenu stagne, il ne se passe rien. Il y a une idée reçue qui dit qu'on doit alimenter régulièrement son site pour avoir un bon référencement. Alors oui, il faut le faire, c'est bien, mais ça va nous permettre de générer des nouveaux mots-clés, d'améliorer notre maillage interne, mais ce n'est pas parce qu'un site est inactif qu'il perd son référencement. Alors il y a nos concurrents aussi qui bougent et qui peut faire qu'on va rétrograder, mais on le voit bien, on n'a pas ajouté de contenu, on n'a pas ajouté de lien pendant plusieurs mois et il ne se passe rien. Et puis, quelques temps après, on a commencé à lancer une petite campagne de netlinking. Donc on est passé à 15 puis à 20 domaines référents et on voit qu'on est passé en première page sur notre mot-clé
7e, puis 5e, et là on a généré du trafic. Donc ici on vient bien d'isoler les deux facteurs, le contenu, je mets du contenu sur mon site, ça me permet de me positionner sur des mots-clés, et ensuite le netlinking, de la puissance, j'ai placé mes mots-clés en première page de Google. Voilà, on a isolé les deux facteurs. Alors, on a couramment l'habitude d'utiliser le terme de jus pour les backlinks, le netlinking. On dit que les liens nous transmettent du jus, et je vais vous expliquer comment se compose ce jus et qu'est-ce que mesure réellement Google dans justement cette analyse. En fait, il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte. Le premier, c'est le PageRank. Le PageRank, c'est la base de l'algorithme de Google, hein, c'est vraiment les fondements de Google. C'est un calcul statistique en fait qui va nous donner la probabilité d'arriver sur une page en suivant aléatoirement les liens du web. Donc toutes les pages se font des liens entre elles, à plus ou moins longue distance. Et donc, statistiquement, si on se baladait aléatoirement, on arriverait sur une page, et donc il y a une probabilité d'arriver sur cette page. Le PageRank, c'est ça. Alors Google avant le communiquait avec un chiffre de 0 à 10, parce qu'il traitait ça de façon logarithmique pour que ce soit plus visible qu'un chiffre avec 0,00005 chances sur 1 de tomber sur ma page. Et donc, c'est le PageRank. Et le PageRank est toujours, nous le verrons tout à l'heure, je vous montrerai pour valider justement ce que je suis en train de vous dire, des études statistiques qui ont été faites, est toujours l'élément prépondérant dans l'algorithme de Google. À côté, Google a rajouté une notion de PageRank thématique. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer ce même calcul, mais isolé dans des thématiques spécifiques. En fait, jusqu'en 2016, je crois, il y avait un énorme annuaire qui s'appelait Demos. Demos, c'était un peu un projet comme Wikipédia, où les gens validaient les sites de façon humaine et manuelle. Et en 2011, on avait encore un annuaire chez Google qui classait les sites selon le PageRank de Demos. Et à cette époque, en 2011, il y avait 5 millions de sites classés dans 1 million de catégories. Et avec l'évolution du nombre de sites qu'il y a dans le monde, on a plus d'1,5 milliard de sites aujourd'hui, c'est plus possible qu'un annuaire aille valider humainement les choses, donc ils ont même fermé au bout d'un moment. Mais les données étaient en open source, et Google a récupéré cette data, et au lieu de partir sur 1 million de catégories, ils sont partis sur 800 catégories, et on fait passer ce même calcul de PageRank pour voir finalement si on était proche des sites d'autorité dans sa thématique. Donc imaginons, ils avaient des sites qui faisaient référence dans l'immobilier, ils faisaient passer un calcul de PageRank uniquement par rapport à ces sites d'immobilier, et ça permettait de transmettre de l'autorité dans ce PageRank thématique immobilier. Alors, Google, bien sûr, est un grand mystérieux avec plein de secrets, donc il ne nous communique pas l'information. Par contre, il y a des brevets qui ont été déposés, et on a la chance d'avoir un outil Majestic SEO qui a été faire du reverse engineering sur ces brevets, et qui ont, eux, monté un calcul qui est le Trust Flow, ou le Topical Trust Flow, le Trust Flow par sujet, qui justement fonctionne de la même façon. Ils ont pris la même base de données de sites qui était Demos, et puis ils ont fait ces mêmes calculs approximatifs. C'est pas exactement la même chose, mais ça s'approche. Et le système du calcul fait que c'est autogénéré. Donc même si Demos n'existe plus, c'est pas grave, de toute façon, le jus continue à passer. Voilà, donc ça, c'est le PageRank thématique. Et la troisième chose que mesure Google, qui est très intuitive pour nous, c'est la sémantique. C'est-à-dire c'est logique que si mon site parle de salle de conférence, bah si j'ai des liens qui parlent d'événementiel et de choses comme ça, c'est bien plus intéressant que d'avoir un lien de boucher charcutier ou de site de référencement. La sémantique est fondamentale dans les liens, c'est-à-dire qu'un bon lien, c'est quelque chose qui va prolonger l'information entre deux pages. Je parle de quelque chose dans une page, et si je veux en savoir un peu plus sur quelque chose qui est connexe, je suis ce lien-là, on va le détailler tout à l'heure. Voilà. Donc, quand votre site reçoit des liens, Google va analyser ces éléments qui se transmettent de proche en proche. La sémantique, c'est aussi un élément de contexte. C'est-à-dire que mon article qui va parler de conférence, s'il est dans un site qui parle d'événementiel, ce sera bien mieux que de se retrouver avec un article qui parle de conférence dans un site de référencement. Donc il y a un élément à la fois contextuel et de transmission. Et puis, j'ai rajouté ce petit pingouin qui peut rappeler des souvenirs douloureux pour certains. C'est un filtre de Google qui va pénaliser l'encre, c'est-à-dire le mot sur lequel on fait son lien, qui est un signal positif, mais qui peut aussi être dangereux en termes de lien. Donc votre site reçoit des liens, que ce soit sur votre page d'accueil ou dans des pages internes, et va diffuser ce jus au travers du maillage interne de votre site. Mais c'est exactement la même chose
en fait, Google ne référence pas des sites, il référence des pages. Votre site, c'est juste un regroupement de pages qu'on a tendance à regrouper. Enfin, nous, dans notre esprit, et puis dans la réalité de notre business économique. Et donc, ces liens, on reçoit du jus et il est divisé par le nombre de liens qui sortent. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Majestic, et on voit que, par exemple, là j'avais fait une slide avec l'appareil Retail Weeks, ils sont bien thématisés en business e-commerce. Donc ici, l'intérêt de Majestic, c'est que le citation flow correspond à peu près au PageRank que Google ne communique plus. Et le trust flow par sujet, ce n'est pas le 50 qui nous intéresse, mais c'est ici le 49 business e-commerce. On voit que ce site est bien thématisé dans du business e-commerce. Donc c'est un signal positif pour les algorithmes sur le fait qu'il reçoit de la crédibilité dans son secteur d'activité. Et comment fonctionne justement cette transmission? L'année dernière, j'intervenais au Searchway, donc le site venait d'être lancé, donc c'était intéressant. En passant l'outil dans Majestic, le site dans Majestic, on voit que leurs trust flows sont dans Computer Internet Web Design and Development et Computer Internet Searching. Et d'où reviennent ce jus finalement, cette thématique, du site WebRank Info, du SEO Camp, du site Abondance, qui transmettent leur jus justement au travers des liens. Et pourquoi on a du business? Alors ça, c'est une petite anecdote. Michael Turcan est un consultant SEO qui est un ami, mais lui, il avait relayé, il avait un fil d'actualité Twitter qui passait sur son site. Et au moment où le robot est passé, il y avait le lien. Et donc, il a transmis son trust flow en business. Et puis, le business employment, c'est parce qu'ils avaient un partenariat avec eWorks. Donc finalement, on voit bien que le jus du site est hérité des sites qui lui font des liens. Alors, il y a un grand différentiel entre les chiffres, puisqu'on voit qu'on est à 64 et on a 20 ici. C'est parce que plus on va descendre à l'intérieur du site, on le verra tout à l'heure, moins la puissance est forte. C'est logarithmique. Pour passer de 10 à 20, il faut multiplier par 10. Pour passer de 20 à 30, il faut multiplier par 10, et ainsi de suite. Alors, je vous disais tout à l'heure, là, pour l'instant, on prend une data comme argent comptant. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est très bien, Majestic, ils sont sympas, ils nous donnent des infos. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elles sont crédibles? Est-ce qu'elles sont pertinentes? On a la chance justement pour cette data d'avoir, il y a 2 ans maintenant, Kevin Richard et Sylvain Perronnet, qui sont des pointures dans la SEO-sphère française, qui ont fait une analyse big data. Ils ont pris les 20 000 requêtes principales de la SERP française, et en retirant tout ce qui était des marques, et pour chacune de ces requêtes, ils ont pris les 100 premiers résultats. Et derrière, ils ont été regarder si la data Majestic était pertinente pour essayer de deviner le classement. Donc ils ont fait un arbre de corrélation. L'idée, c'est est-ce qu'il y a des métriques qui nous permettent de voir et d'influencer sur la position. Donc en fait, si c'est en rose, enfin rouge ou bleu, donc en rose, ça monte et ça descend, enfin quand une donnée monte, l'autre descend, et en bleu, ça monte ou ça descend en même temps. Bon, je vais aller un peu vite parce que sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Et donc ils se sont rendus compte, puisqu'on voit qu'il y a des couleurs ici, c'est qu'il y a des corrélations avec la data de Majestic, avec les positions dans Google. Les corrélations sont claires, ça veut dire qu'elles sont faibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un facteur qui impacte. Si on avait eu du bleu foncé ou du rouge foncé, il aurait suffi d'activer ce levier pour être premier sur Google. Donc c'est des corrélations faibles, c'est normal, puisqu'il y a une multitude de facteurs. Google scanne à peu près 200 facteurs pour faire son positionnement. Alors ils ont plus ou moins de poids. Et donc, derrière, une fois qu'ils ont vu qu'il y avait cette corrélation, ils se sont dit, si je réfléchis à l'envers, je prends un mot-clé, je prends les 100 premiers résultats que j'ai ce mot-clé, et je vais voir est-ce que j'arrive à deviner qui est premier, qui est dans les 3 premiers, dans les 5 premiers ou dans les 10 premiers. Et voilà ce que donne leur étude, c'est qu'ils arrivent avec une marge d'erreur de 1,54% à deviner qui est premier, avec 5,58% qui est dans le top 3, 9% dans le top 5 et 15% dans le top 10. Et la donnée la plus importante, c'est le citation flow. Alors URL citation flow rank, ça veut dire que c'est le site par rapport à une requête qui a le plus fort citation flow aura tendance à être premier. Voilà, donc là il y a une vraie analyse big data qui a été faite pour valider cette donnée. Donc effectivement, Majestic est un bon outil pour mesurer la data du netlinking que calcule Google, et il y a une corrélation avec les positions. Alors, ils ont analysé plein d'autres données. Donc on a parlé du trust flow. On voit que ça a une importance, mais bien moins significative. J'aime bien aussi celle-ci. En fait, c'est la page qui va, l'URL RD, donc RD Referring Domain, donc la page qui va recevoir le plus de liens aura tendance aussi à être le mieux classée.
Alors c'est normal, celle qui reçoit le plus de liens va aussi recevoir le plus de PageRank ou de citation flow. Et ici, on voit que par contre au niveau du site, ce n'est pas forcément les sites qui reçoivent le plus de liens et pareil, qui ont le plus de pages indexées, qui sont premiers. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas Amazon partout, premier, sur toutes les requêtes. Google préfère des sites hyper thématisés. Bien sûr, ces gros portails vont avoir tendance à ressortir souvent, mais ils ne seront pas forcément toujours premiers, et même rarement premiers. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Imaginons ici, j'ai 2 pages avec un contenu équivalent sur le tennis. Elles reçoivent le même nombre de liens qui reçoivent eux-mêmes le même nombre de liens, donc le même PageRank. Si ces sites-là ont été validés par des humains historiquement comme faisant partie de l'univers du tennis, ce site-là, cette page-là, sera très certainement beaucoup plus crédible sur le tennis puisqu'elle reçoit des liens de ses pairs dans son secteur d'activité. Voilà comment Google analyse le PageRank et le PageRank thématique. Et derrière, ça va se diffuser aussi à l'intérieur de votre site. Alors, ici, c'est quelqu'un qui m'a demandé d'auditer son site et qui a eu un peu une grosse mésaventure. Il s'était très très bien placé sur une requête. Donc en haut, c'est le trafic juste sur cette page-là. 22 000 visiteurs sur une page, c'est quand même plutôt costaud. Et puis malheureusement, on voit que c'est redescendu. Et le deuxième graphique, c'est le nombre de mots-clés de cette page qui sont positionnés. Donc il avait 521 mots-clés qui étaient positionnés, ce qui est plutôt beaucoup pour une page. Et on voit que toutes ces positions sont descendues. Pourquoi ? À cause de ça. Vous voyez, ma page là-haut, c'est monsite.com, blog 2017, ma super page sur mon sujet. En fait, cette navigation dans un blog, au début, quand cette page est très très proche, elle reçoit beaucoup de jus à l'intérieur du site. Mais quand elle va passer en 4e page, il va falloir aller sur la page d'accueil, puis sur le blog, puis sur la page 3 pour voir la 4e. Et quand elle va passer en 5e, il va falloir aller sur la 4e pour voir la 5e. Et donc le jus se divise à chaque fois. Et donc la page, elle avait beau avoir toujours son contenu, mais elle recevait de moins en moins de jus, et donc elle était moins bien classée sur ses mots-clés, donc son trafic a diminué. Voilà. Donc, autre façon, c'est pour ça que des fois on fait de l'analyse, on crawl un site pour voir comment il est structuré. Et là, on voit qu'on a un site qui a des problèmes de profondeur avec des pages. Alors, c'est pas forcément le même site. Donc, la home page est en plein milieu ici. Et on voit effectivement que le jus va se diviser, rediviser. Et puis, les pages qui sont ici, elles reçoivent rien du tout. Et donc, elles n'arrivent pas à bien se positionner. Donc, il faut structurer et mailler son site. Alors, illustration justement de cette perte de jus. Ici, je suis sur un site de presse quotidienne, donc qui a un PageRank très fort. Là, on est sur du PageRank thématique, j'ai mis du citation flow parce qu'en couleur, c'est beaucoup plus visuel. Donc, la page d'accueil est très forte, mais elle fait 350 liens. Donc, le jus qu'elle reçoit va être divisé par 350. Alors, il y a aussi une perte de 15%. Bon, ça rentre dans la formule mathématique. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour passer de 41 à 51, c'est x10. Pour passer de 51 à 61, c'est x10. Et pour passer de 61 à 71, c'est encore x10. Donc là, il y a une perte qui est énorme. Et si on regarde après, les articles qui sont beaucoup plus anciens n'ont quasiment plus de jus. Alors 15, c'est déjà correct, mais la perte est énorme. Si on regarde un site dit d'influenceuse, ou d'influenceur, pourquoi pas une... Donc là, j'avais fait une recherche sur un site sur des produits cosmétiques avec des partages avec des marques. Ces sites-là ont tendance à ne pas recevoir beaucoup de jus en référencement au début, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de PageRank, c'est plutôt des partages sur les réseaux sociaux, donc il y a peu de jus, puisque les réseaux sociaux rajoutent un attribut nofollow pour dire au moteur de recherche, vous ne tenez pas compte de nos liens, justement pour éviter d'être spammé par des référenceurs. Et on voit que finalement, les articles anciens n'ont même plus de jus, parce qu'ils sont trop loin, à force de diviser, rediviser, on est sur de l'homéopathie, il ne reste pas grand-chose, et c'est surtout dû à tous ces boutons de partage qui vont aller diviser le jus, plus ces systèmes de navigation où il faut passer en page 5 et ainsi de suite. Voilà, donc c'est très important de bien structurer vos sites et pas d'enterrer vos contenus trop profondément, puisque sinon le jus ne circulera pas. Alors, mon dada, moi, c'est la sémantique. Et je vais vous expliquer comment un moteur de recherche lit vos contenus. Donc ça va nous servir tout à l'heure pour la partie contenu, mais je vous l'ai dit aussi, le moteur de recherche analyse la relation entre les pages et au niveau de la sémantique. Donc, pour vous expliquer comment fonctionne justement la lecture d'un moteur de recherche, on va imaginer que notre web ne fait que 100 pages. Je vais sortir une page de mon web de 100 pages qui utilise ces termes-là.
La première question pour un moteur, c'est dans cette page, quels sont les mots qui sont importants? Parce que tous les mots n'ont pas la même importance. Et une fois que j'ai identifié les mots importants, il va falloir que je vois, est-ce que cette page est pertinente sur ces mots dans mon moteur de recherche? Donc pour notre exemple, on va imaginer que les mots en rose sont présents dans 80% des pages. C'est des mots de liaison qu'on trouve partout. Les mots en jaune, voiture et en panne sont présents dans 10 pages sur les 100. Alors, pas forcément ensemble, ça peut être un téléphone qui est en panne ou une machine à laver. Et puis, dans 2% des pages, donc 2 pages sur les 100, on va avoir le mot-clé réparation de voiture. Et ici, on l'a 2 fois. Donc, n'ayez pas peur de la formule, vous n'avez absolument pas besoin de la connaître. En anglais, c'est le TF-IDF, donc la Term Frequency Inverted Document Frequency. En fait, c'est la pertinence lexicale. Donc, un moteur de recherche ne voit pas votre page comme un ensemble de mots comme nous, il le voit comme un point dans un vecteur qui a autant de dimensions qu'il y a de mots-clés. Donc là, on va avoir du mal à imaginer un repère à 6 dimensions. Mais pour le moteur de recherche, donc, notre mot-clé réparation de voiture, qui est présent, donc notre web fait 100 pages, il est présent sur 2 pages. Donc le logarithme de 50, ça fait 1,7, multiplié par 2 fois, qui sont le nombre de fois où on trouve le terme réparation de voiture, qui est le terme X dans le document Y, et ça nous donne une pertinence lexicale de 3,4. C'est-à-dire pour un moteur de recherche, notre page a une pertinence de 3,4 pour réparation de voiture, de 3 sur voiture, puisqu'on le retrouve 3 fois, là, là et là, et puis de 1 pour en panne, et de 0,1 pour les autres. Donc finalement, il va pouvoir positionner dans son repère notre texte à un point qui correspond à ça. Alors, 6 dimensions, on ne l'imagine pas, donc on va imaginer que notre web ne contient que 3 mots. Ça va être beaucoup plus simple pour comprendre la proximité sémantique. Donc, j'ai une page qui parle de chien et de chat. J'ai 3 fois chat, 2 fois chien. Je positionne dans mon repère ma page. J'ai une autre page qui parle de poisson et de chat. 4 fois poisson, 1 fois chat. Je la positionne dans mon repère. Quand je fais une requête, finalement, une requête, c'est un mini-texte. Donc, imaginons que ma requête, c'est chat, chat, poisson, chat. Je la positionne également dans le repère. Et finalement, le moteur de recherche, qu'est-ce qu'il fait? Il compare les angles pour voir quelle est la page la plus proche de ma requête. C'est aussi simple que ça. Alors, aussi simple, c'est des calculs très compliqués. Alors, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, il y a aussi des clusters de mots-clés, c'est-à-dire qu'il y a des regroupements pour accélérer les calculs, mais le concept est là, quoi. L'idée, c'est de comprendre justement cette idée. Et ça va nous servir pour beaucoup de choses. Alors, on parle de cosinus de Salton, c'est justement cette façon de comparer des éléments grâce à ces vecteurs et au cosinus. Alors, ça va nous... Donc, imaginons, je reprends mon document, et puis j'ai un document qui lui ressemble beaucoup, et finalement, les 2 vecteurs se superposent. Donc, l'angle fait 0, le cosinus de 0, c'est 1, c'est artificiel, le contenu est dupliqué. Voilà pourquoi il ne faut pas de contenu dupliqué sur ces sites. Un moteur de recherche le repère tout de suite. Alors, ils n'utilisent pas que ça. Il y a aussi des n-grammes, c'est-à-dire que quand ils trouvent un mot, ils s'attendent à deviner un autre mot après. Il y a tout un tas d'autres éléments pour améliorer justement cette recherche de contenu dupliqué et accélérer les calculs. Mais c'est très pénalisant pour un moteur de recherche d'indexer 1000 et 1000 fois les mêmes pages. Donc, ils pénalisent le contenu dupliqué. Cette analyse sémantique va nous servir aussi, justement, je vous le disais tout à l'heure, dans les facteurs de netlinking. Donc, j'ai une première page qui va être, on va dire, sur les mammifères. Et sur le mot-clé chat, j'ai un lien vers la page des chats. Je positionne mes 2 pages. L'angle est très serré. Le cosinus est très fort. Et donc, le lien est pertinent sur le plan sémantique. Parce que les 2 pages sont très proches sémantiquement. Et il y a un glissement sémantique. Et donc, c'est naturel de faire un lien de l'une vers l'autre. A contrario, si ma page sur les mammifères faisait un lien vers la page des poissons, même si j'aborde les chats dedans, elles sont quand même très très loin sémantiquement. Le cosinus est négatif, c'est un lien qui est artificiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ma page des mammifères fasse un lien vers la page des poissons. Et donc, ce lien aura beaucoup beaucoup moins de poids pour les moteurs de recherche. Voilà. Alors, nous, sur Netlinking, on a développé je fais une petite parenthèse, mais pour vous illustrer ça, un outil qui nous permet justement, donc quand on met un site, on fait une analyse sémantique. Alors là, on avait pris Doctissimo en exemple, et hasard, ce jour-là, il ne parlait que de grossesse et de sexualité sur la page d'accueil. Donc on a des champs sémantiques autour de ces termes-là. Quand on va regarder dans notre catalogue de sites,
Ces deux sites qui parlent de grossesse sont pertinents sur le plan de la sémantique. Donc oui, ils pourraient faire un lien vers la page d'accueil de Doctissimo. Par contre, le troisième, qui parle de troubles du comportement alimentaire, de boulimie, d'anorexie, il n'y aurait aucune raison sémantiquement qu'il fasse un lien vers la homepage de Doctissimo. Il pourrait faire un lien sur une page interne qui aborderait ces sujets, mais sémantiquement, ce ne serait pas naturel qu'il fasse un lien vers la page de Doctissimo. Voilà, c'était juste pour vous illustrer avec des cas concrets ces éléments-là. Voilà, donc on vient de voir comment fonctionne le netlinking. Donc, grâce à ces trois éléments, la puissance, donc c'est le PageRank, la thématique, le PageRank thématique, et la sémantique, le moteur de recherche arrive à se faire une idée de la notoriété d'une page. Maintenant, le contenu, donc il y a des façons de rédiger son contenu pour qu'il soit efficace, mais il y a aussi des façons de le structurer et de le mailler à l'intérieur de son site pour être pertinent sur le plan de la sémantique. Donc, la stratégie phare en termes de contenu, c'est le cocon sémantique développé par Laurent Bourrelli, enfin démocratisé par Laurent Bourrelli. Pour moi, elle est un peu compliquée à mettre en œuvre, et donc je préfère une autre stratégie qui est plus light et qui est tout aussi efficace à mon sens, qu'on va appeler la grappe sémantique. Alors l'idée, c'est que dans le cocon, c'est que des pages vont faire toujours des liens qui ont une logique sur le plan sémantique. Donc on va aller faire des silos dans son site. C'est-à-dire que je suis Amazon, j'ai des pages sur les couches culottes, il n'y a pas de raison qu'elles fassent des liens vers les pages sur les CD-ROM et sur les appareils photo. C'est complètement logique pour nous, mais c'est malheureusement ce qu'on fait dans nos sites quand on fait des méga menus avec des pages qui se font des liens dans tous les sens. Donc il y a des stratégies de contenu qui permettent justement de faire des silos étanches entre eux, où on fait des liens qui ont du sens uniquement sur le plan de la sémantique, et ça va permettre de transporter de plus en plus de jus entre les pages. Et les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés, donc je me suis amusé en début d'année à faire un petit test sur notre site, à aller me positionner sur la requête netlinking. Alors, le netlinking, tout le monde n'a pas levé la main tout à l'heure, c'est le terme usuel dans la profession du SEO pour parler des réseaux de liens. Toutes les agences quasiment essayent d'être bien positionnées sur ce terme, donc il y a un petit peu de compétition quand même dessus. Et c'est pas parce qu'on a l'exact match, qu'on s'appelle netlinking, qu'on est forcément premier. Il y a d'autres, il y avait netlinking.com, .net, .io, .org qui existaient, et ils ne sont pas forcément visibles. Et nous, on était plutôt en 50e position. Donc, l'idée, c'est d'aller réfléchir comment je structure mon contenu. Donc je suis parti, et puis l'idée aussi, dans une stratégie SEO, c'est de faire monter la page qui est capable de convertir. Et donc pour nous, c'était notre page d'accueil qui expliquait bien ce qu'on faisait et qui amenait justement sur notre formulaire d'inscription. Donc la grappe sémantique, plutôt que de partir en râteau sous ma page principale avec plein de sous-pages, qui va faire que je vais faire plein de liens et diviser mon jus, je vais partir sur une sous-page qui va être tout savoir sur le netlinking, ou comment fonctionne le netlinking, ou ce que l'on veut, on l'appelle comme on veut, et qui va être un transfert de jus. Et sous cette page, je vais détailler mes pages filles. Donc là, c'est comment fonctionne le netlinking, je vous en ai parlé tout à l'heure, les stratégies de netlinking, les outils, les événements, l'accompagnement SEO, et ainsi de suite, je descends comme ça. Donc là, je suis avec un outil qui s'appelle MindMeister, qui permet de faire des arbres logiques et de mettre ses idées en forme. Donc je vous ai parlé du jus. On peut parler de l'environnement du lien, les encres, le texte, le nofollow, les risques, Google Penguin, les pénalités manuelles, le maillage interne, le siloing, c'est ce qu'on est en train de voir, la transmission du jus, limiter le nombre de liens. Voilà. Et donc je détaille comme ça mes idées et j'arrive à une arborescence qui peut être assez grande puisque je connais un peu mon sujet, donc j'arrive assez facilement à parler. Alors, bien sûr, comme tout le monde, je suis un peu feignant et on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut. Donc on a mis en ligne que les pages qui sont en violet dans le test. On n'a pas eu le temps de toutes les faire parce que c'est quand même du gros boulot. Voilà, donc on a mis en ligne ces pages qui étaient en violet. Alors, derrière, en termes de maillage, le principe, c'est que ici, j'ai ma page mère qui fait un lien vers ma page netlinking, qui lui fait aussi un lien. Cette page, elle fait des liens vers les différentes pages qui lui font des liens également, et ainsi de suite, on fait des liens, mais là, les liens peuvent se faire entre les pages sœurs. Voilà, il y a une façon de structurer son maillage pour ne pas avoir des liens dans tous les sens. Par exemple, il n'y a pas de raison que ma page sur les mots-clés fasse un lien vers ma page sur les événements, et si dans ma page sur les dans ma catégorie sur les événements, j'ai fait une page sur le Blend Web Mix, il n'y a pas de raison que ma page sur les mots-clés fasse un lien vers la page du Blend Web Mix, ce ne serait pas naturel. Qu'est-ce que ça donne en termes d'organisation dans le site? Donc là, j'ai pris la page les outils SEO. Donc on a fait un contenu qui est structuré. Alors là, à l'époque, et c'était l'intérêt aussi de ce test, c'est que j'ai fait étape par étape en rajoutant les différents facteurs au fur et à mesure, justement pour voir les impacts. Et donc là, je n'avais pas fait mon maillage interne. C'est-à-dire que les backlinks pourraient faire un lien vers
tout savoir sur le netlinking ou l'étude de mots-clés vers ma page sur les études de mots-clés, mais on ne les avait pas fait. Le seul maillage, c'était mon menu qui est ici. C'est assez particulier d'avoir son menu de ce côté-là, c'est volontaire. Et vous voyez, je n'ai pas de menu en haut, je suis sur une page ultra light, j'ai mon logo qui renvoie vers ma page d'accueil, mon fil d'Ariane, mon contenu, idéalement on le verra plus tard, mes liens à l'intérieur de l'article, uniquement vers les pages qui ont du sens sur le plan de la sémantique, et mon menu de ce côté, pour favoriser, puisque le moteur de recherche lit comme ça, et je préfère qu'il trouve d'abord mes liens dans mon texte, plutôt que mes liens dans mon menu. Parce qu'en fait, c'est le premier lien qui compte. Alors pour la division, tous les liens comptent. Donc si par exemple une même page fait 5 liens vers une autre page, bah, le jus va être divisé par 5, mais je ne vais transmettre qu'un cinquième. Voilà, donc pour ça, il faut... Alors, par contre, là, je parle de SEO, je ne parle pas d'UX. Si vous avez besoin d'avoir plusieurs liens, parce que pour la transformation, c'est fondamental, privilégiez l'UX. Là, je ne parle que SEO, le plus important, c'est l'humain. Et puis, bien sûr, on a besoin de textes qui sont pertinents sur le plan sémantique. Donc, on utilise là l'outil Your Text Guru, qui permet de nous montrer si un texte utilise la bonne densité de mots-clés. C'est-à-dire qu'en fait, un moteur de recherche est prédictif. C'est-à-dire que quand on essaie de se positionner sur un mot-clé, il s'attend à trouver certains mots dans notre page. Et donc, on voit que là, on a un score d'optimisation de 56%, ce qui est plutôt bien, et de danger de suroptimisation de 3%. L'idée, c'est que si ma page parle des outils SEO, les moteurs tendent à retrouver SEO, outils au pluriel, Google, clé, analyse, ainsi de suite, dans une certaine proportion, et c'est le vert qui est bien, qui est l'optimisation normale, et pas trop, et pas moins. Alors on n'a pas besoin d'avoir tous les mots, on n'a pas besoin d'une optimisation parfaite à 100%, ce serait même pas trop naturel. C'est logarithmique, c'est-à-dire que, vous voyez, là, à donner, j'ai 0, et je passe à audit, j'ai 1, et peut-être que pour passer à positionnement, c'est 3. Voilà, donc là-haut, SEO, on le retrouve peut-être 20 ou 30 fois dans la page. Mais cet outil nous permet de visualiser, est-ce que j'ai le bon nombre de termes dans ma page? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au début, on n'avait qu'une page dans notre site, que notre page d'accueil. On a commencé à mettre en ligne le contenu. On voit qu'on s'est indexé plutôt bien le 19 mars. Je faisais ma conférence par ici, je crois. Et on voit que le contenu s'est indexé et on a eu de plus en plus d'affichage dans Google. Donc là, on n'est pas sur du trafic, on est sur de l'affichage. Donc on voit très bien qu'il y a une corrélation entre le nombre de pages sur mon site qui sont indexées, donc on est sur une trentaine après, et ici, on voit le nombre d'affichages, on est à 1800 affichages par jour de mes pages, donc on voit bien, j'ai rajouté du contenu, je m'affiche de plus en plus sur Google. Et puis en termes de position, donc tout à l'heure on était au 19 mars, donc là j'ai mis mon contenu, j'étais dans les même 60e, on est passé dans les 20e, et puis après on est passé en première page et 8e sur notre requête, juste en ayant rajouté ce contenu structuré de façon de grappe sémantique, et encore grappe sémantique mal faite, parce que tout n'était pas bien fait dedans. Voilà, et là on voit le positionnement, et puis on s'est positionné sur plein d'autres mots-clés, puisqu'on avait ajouté du contenu. Alors, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, notre site avait déjà beaucoup de notoriété. J'interviens dans beaucoup d'événements, donc quand j'interviens, généralement on nous fait un lien, donc on a des sites plutôt puissants qui nous font des liens, et qui sont dans la bonne thématique, c'est des salons de web marketing généralement, mais ce n'est pas forcément des sites qui ont beaucoup de trafic. Voilà, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une idée reçue sur le trafic. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la puissance, la thématique et la sémantique des liens que je reçois, qui vont vraiment être conditionnels pour Google. Et on n'avait pas beaucoup de domaines référents, on n'avait qu'une trentaine de domaines référents. Et donc, vous voyez, sur un mot-clé très concurrentiel, netlinking, 30 pages, 30 domaines référents, on est venu se positionner en première page. Et puis, seconde étape, je vous disais, je l'ai volontairement fait progressivement pour voir les impacts. Là, j'ai été rajouter mon maillage interne. Donc, de ma page Tout savoir sur le netlinking, je fais des liens vers ma page netlinking, celle que je veux monter. Le premier lien, tout en haut de mon contenu, il envoie dessus avec l'encre qui m'intéresse. Et je les ai également à côté. Donc là, c'est de trop, mais bon, ils y sont, donc je les ai quand même indiqués. Et puis, je fais des liens vers ma page fille, et ainsi de suite. En descendant dans mon contenu, je fais d'autres liens vers mes autres pages filles qui sont ici. Et en descendant dans les strates de contenu, j'y vais. Alors cette technique, elle a un autre intérêt qui est très facile pour la rédaction, c'est que finalement, ma page Tout savoir pour le netlinking, elle est très simple à rédiger, puisqu'il suffit qu'elle ait 5 paragraphes
qui sont ces paragraphes-là, et chaque paragraphe fera un lien vers la page qui est en dessous. Finalement, c'est un résumé de la page qui est en dessous. Chaque page est un résumé des autres pages qui sont en dessous, et ainsi de suite. Donc elles sont très faciles à rédiger une fois qu'on a fait toute cette arborescence. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait mon maillage? Je suis passé 6e, et après 4e, et maintenant on oscille entre la 2e et la 3e position. Voilà comment on travaille du contenu et du netlinking sur un site pour arriver à des résultats, et même sur un site qui est récent, puisque notre site n'a que 2 ans, et sur une requête très concurrentielle. Alors, derrière, voilà, le combo gagnant dans le référencement, c'est du contenu et des liens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, même si on a fait l'un puis l'autre, ça va fonctionner. Donc ici, c'est une start-up, Depopass, qui a été rachetée par le groupement BPCE, ces banques populaires caisses d'épargne. Donc ils ont eu des moyens assez étoffés pour leur marketing. On voit que c'est plutôt des très grosses marques qui leur font des liens. Vous arrivez à lire ou pas? Voilà, donc on aimerait tous avoir des liens comme ça vers notre site. Et leur trafic stagnait à 5K. On voit que leur nombre de mots-clés stagne à 5K. Et si on audite, on voit que le mot-clé Depopass, c'était 6700 visiteurs par mois. Donc ça veut dire que grosso modo, leur trafic, c'était leur marque. Pourtant, ils avaient un énorme netlinking. Pourquoi? Parce que leur contenu était mal fait. Est-ce que vous connaissez des alternatives digitales au chèque de banque? Déjà, on a du mal à savoir ce que c'est qu'un chèque de banque, mais en plus, savoir qu'il y a une alternative digitale, c'est pas génial. Donc oui, ils se positionnaient très bien. Un chèque de banque digital, ils étaient premiers, mais c'est tapé 60 fois par mois. C'est peut-être toute leur équipe qui allait voir s'ils se positionnaient bien. Voilà, on a refait le contenu. Alors, pardon. Donc là, vous voyez la page, elle se positionne sur 43 mots-clés, et en plus des mots-clés avec des faibles volumes. En refaisant le contenu, on a des pages qui génèrent 725 mots-clés, et qui vont aller se positionner sur chèque de banque, la banque postale, même devant la banque postale, parce que ce n'était pas la banque postale qui était premier. Voilà. Donc, justement, avec cette réflexion de contenu, et on le voyait ici, voilà, je pense que vous avez deviné à quel moment on a revu le contenu. Donc là, c'est le nombre de mots-clés positionnés, et là-haut, le trafic. Donc là, on avait un super netlinking, hyper puissant, comme sur notre site netlinking, mais le contenu ne tenait pas la route, on ne générait pas de trafic. À l'inverse, ici, c'est un e-commerçant que j'ai rencontré au fin mars 2018. Et son site e-commerce qui marchait plutôt bien stagnait. Vous voyez, c'est plutôt plat là-bas, la courbe. Je suis désolé, je ne suis pas assez grand. Ils avaient 1000 visiteurs par jour, ce qui est très correct. En plus, on est dans un e-commerce. Alors désolé, je ne peux pas vous donner la thématique. Mais ce qui était très correct. Et leur problème, ils se situent ici, c'est qu'ils n'avaient que 18 domaines référents. Voilà. Donc, on a mis en place une stratégie de netlinking. Alors, les échelles ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que ici, on est à la même date que là, et ici, on est à la même date que là. Et donc, on est passé de 18 à 150 domaines référents, et en même temps, on est passé de 1000 visiteurs par jour à 7000 visiteurs par jour. Ils sont maintenant à 15 000 visiteurs par jour. Et en fait, leurs liens n'étaient pas intéressants sur le plan de la sémantique et de la puissance. C'était des liens dans des annuaires, donc ils étaient inscrits dans des annuaires, ce qui n'est pas mauvais pour un site, ça permet d'avoir des premiers liens. Mais ces liens ont peu de poids et peu d'intérêt. Et on voit que nous, on a été thématisé en shopping, avec des liens bien plus pertinents, qui sont dans le même univers que lui, avec le même PageRank thématique, enfin le bon PageRank thématique, et on voit qu'il y a eu un impact. Alors, ça c'est un cas d'école, ça marche très très bien, c'est pas toujours comme ça, ça a fonctionné parce que le boulot était super bien fait en termes de contenu. Les pages produits faisaient 800 mots, il y avait 1 millier de pages qui faisaient plus de 1000 mots d'explications autour de leur univers. Le site était super bien codé, très rapide, avec des microdonnées, de l'AMP, tout un tas d'optimisations. Donc c'était un super bon site, mais il n'avait pas de jus. Il avait atteint un plafond de verre. Et en allant ajouter du jus, on a débloqué ce plafond de verre. Voilà. Donc la bonne recette, selon moi, par rapport au netlinking, c'est d'aller décomposer son netlinking. Parce qu'on ne pourra pas trouver les liens parfaits qui sont idéaux. Alors, ça existe. Par exemple, sur ce petit test que j'avais fait, j'ai acheté 2 noms de domaine qui avaient appartenu à quelqu'un, donc on appelle ça des expirés, qui parlaient d'une maladie qu'on peut retrouver au niveau des hanches ou au niveau des cervicales. Quand on a lancé ces 2 sites, on a fait des sites relativement identiques, tous les 2 sur WordPress, tous les 2 17 pages. Ils reçoivent exactement les mêmes liens au début,
et on a été s'amuser un petit peu. Donc sur le premier, on a fait des gros liens très puissants, des liens sur les pages d'accueil. Donc ça, c'est un gros site médical à moi qui a du trafic, qui a des domaines référents, qui est vraiment impeccable. Et puis on a pris un autre site médical, on a fait des liens, on voit que le TrustFlow s'est combiné un peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. On est passé de 28 à 116 mots-clés positionnés et toujours 0 de trafic. Pourtant, j'ai eu un super lien sur un site médical avec du gros PageRank, du gros TrustFlow, qui a du trafic, mais il ne se passe rien. Sur l'autre site, en fait, on a juste été faire un lien de ce site-là vers celui-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Il décolle. 1,54 trafic avec juste ce lien. Pourquoi ? Parce que là, j'ai le lien parfait. C'est-à-dire que ce site-là reçoit du PageRank, donc du citation flow, il reçoit du TrustFlow, de l'autorité, dans les thématiques médicales, même s'il ne l'a pas exprimé sur son site en générant du trafic, il transmet quand même le jus au travers des liens. Et là, je viens en plus de rajouter la dimension sémantique, puisque je parle de la même maladie à 2 endroits du corps. Et donc là, j'ai mon lien qui est parfait et qui me permet de monter. Alors, c'est un cas d'école, c'est pas comme ça que ça se passe toujours, mais j'ai plein d'exemples comme celui-ci. Et ce lien-là, il n'y a que votre concurrent qui peut le faire. Si votre concurrent est d'accord de vous faire un lien sur sa page d'accueil, on sera à peu près sur le même type de lien, mais généralement, il n'est pas d'accord. Par contre, ici, il n'y avait pas du tout de sémantique, donc les liens qu'il recevait étaient suspects pour Google, et donc il n'a pas exprimé le jus, et donc il n'a pas généré de trafic. Voilà, donc pour moi, plutôt que d'aller chercher le lien parfait, qu'on aura du mal à avoir, on va essayer de décomposer son netlinking pour avoir les trois composantes, la puissance, la thématique et la sémantique. Et donc on va faire un test pour voir si ça fonctionne. Donc je prends un site, lutter contre la dépression, parce que je vous ai un peu bassiné pendant un moment et vous devez être un peu fatigué. On fait une analyse sémantique, on regarde ce que ça nous propose dans notre catalogue et on construit notre netlinking. Il n'a rien, on fait un lien homepage. Donc là, je vais faire ce que j'appelle thématiser mon site. Donc j'ai choisi du Science Social Science, c'est très bien pour la psycho. Alors, il n'y a pas à chaque fois un PageRank qui est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, les PageRank thématiques, ça fonctionne. Il y a, oui, un PageRank qui peut être idéal, et il y a des PageRank qui sont proches et qui sont bons également. Donc, j'aurais pu être dans du médical quelque chose ou autre chose, hein, c'est pas un problème. Et donc, ce site-là reçoit du jus de celui-ci, donc à la fois du PageRank et du PageRank thématique, même si j'ai juste mis le PageRank thématique parce que c'est plus joli avec les couleurs. Et donc, j'ai thématisé en TrustFlow mon site, c'est-à-dire que je lui ai envoyé un indice de confiance, finalement, dans les thématiques médicales. Et puis, je vais publier des articles dans des sites qui sont très proches. Donc là, on est sur de la thérapie psychocorporelle et ici, de la prévention contre le burn-out. Dedans, là, on va avoir des articles qui vont être thématisés sur la lutte contre la dépression et qui vont être dans des sites qui s'y approchent très fortement. Donc là, sur la sémantique, on est bon, on est correct. Et on va aller regarder ce que valent ces 3 sites qui font des liens. Donc, c'est des petits sites de merde, hein. 9 domaines référents, 77 mots-clés, 2 de trafic, 8 domaines référents, 10 mots-clés, 8 de trafic, 4 domaines référents, 23 mots-clés, 1 de trafic. Je ne vous souhaite pas d'avoir des sites aussi mauvais. Qu'est-ce qui se passe pour notre site derrière ? 2,54 trafic avec 3 liens. Et on voit bien l'impact grâce à SEO Observer. On voit avec l'augmentation du TrustFlow, donc le moment où on a fait le lien homepage, on voit que le nombre de mots-clés a augmenté, c'est la courbe verte. Et puis on voit avec la courbe noire, je suis passé de 0 à 1, puis à 3 domaines référents. Désolé, c'est très fin. On voit qu'on a eu le trafic qui a décollé. Voilà. Donc là, on a décomposé le netlinking. Donc pareil, c'est un cas d'école, ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Mais l'idée, c'est d'isoler les facteurs pour les comprendre. Voilà, j'en ai fini. Je suis désolé de ce cours magistral. J'espère que vous avez des questions. Oh, je veux bien les petits applaudissements. Dans le fond. Bonjour, merci pour l'exposé. Je profite que c'est chaud sur ton dernier exemple. Est-ce que ton site sur lequel tu fais un lien homepage peut être un footer link ? Alors, moi j'ai tendance à toujours aller intégrer mes liens dans du contenu, parce que c'est beaucoup plus naturel. Si j'avais fait un footer link, il aurait été moins pertinent, je pense. Moins de et puis attention, parce que le footer link, c'est aussi ce qu'on appelle un lien site-wide, qu'on retrouve sur tout le site, et il vaut mieux avoir quelques liens dans un site, dans des contenus bien placés, plutôt qu'un lien dans une blog roll ou dans un footer. Donc
On peut en avoir, mais c'est bien moins pertinent que des liens bien placés sémantiquement. Ok, merci. Une autre question ? Non, ça a été vraiment l'anesthésie. Ah si, merci, c'est gentil. Bonjour, merci pour votre présentation. J'aurais voulu savoir, dans le cas d'un site bilingue, si on a des liens vers une autre langue, comment ça se passe au niveau de la sémantique ? Si on reçoit des liens, voilà, moi je publie du contenu en français, mes clients sont anglophones. Voilà, comment ça influe ? Alors, ce seront des bons liens, mais par contre, ils joueront pas trop sur le plan de la sémantique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir les trois dans son lien, c'est d'avoir des liens. Le fait que votre site soit multilingue et que vous ayez bien géré votre multilingue, finalement, vous multipliez le nombre de pages et vous multipliez les liens que vous faites. Donc c'est très bon pour augmenter la densité d'un site, de le traduire et d'avoir des liens dans différentes langues. Après, peut-être que les liens multilingues, Google voit qu'on parle des mêmes choses, mais ça, je ne suis pas du tout sûr. Je ne suis pas spécialiste du référencement international. Désolé. Mais c'est pas mauvais, en tout cas, ça c'est sûr, puisque je fais moi-même des tests ou des sites où on traduit les sites dans plusieurs langues. Et le fait que les sites se fassent entre eux, même si c'est le même site traduit des liens, vont lui donner de l'épaisseur, vont l'étoffer et vont faire du maillage et vont diffuser le jus entre les différentes langues. Mais ce n'est pas exactement la réponse à votre question, je suis désolé. Une autre question ? Alors, ce n'est pas le troisième. Là, c'est les trois. Je vais revenir à la slide d'avant. Il y a 3 sites qui font des liens. Celui-ci fait un lien sur la page d'accueil, donc un lien qui a beaucoup de puissance puisqu'il est sur la page d'accueil et on l'a vu, ça a fait augmenter le trust flow. Et là, c'est des articles qui sont hébergés à l'intérieur de ces sites. Donc, ces 3 sites sont ceux qu'on retrouve ici, parce que souvent, on a tendance à dire ouais, il faut des gros liens, on achète très cher des liens, plusieurs milliers d'euros dans des sites de presse, mais en termes de puissance, alors c'est un autre intérêt, c'est ce qu'on appelle de l'influence, d'avoir des gens qui parlent de nous, qui génèrent des contenus qui font visiter notre site, c'est super intéressant, mais pour moi c'est un autre levier d'acquisition. Et donc pour démystifier un peu cette approche-là et cette logique-là, mais je ne dis pas que ce sont des mauvais liens, mais rapport qualité-prix, d'aller acheter 4000 € un article dans un site, et cet article va descendre après au fin fond, et on verra moins de jus qu'un lien dans un site mieux travaillé, on voit bien que là c'est complètement décorrélé, on est sur des sites qui n'ont pas de trafic, et qui arrivent à générer du trafic sur un autre site. Voilà. Ben, ça ne veut pas dire que d'avoir des liens sur des sites qui ont du trafic ne fonctionne pas, puisque s'ils ont du trafic, c'est qu'ils reçoivent eux-mêmes du jus. Mais voilà. Donc c'est pas le troisième site, c'est le premier site finalement qu'on voit ici qui décolle. Donc un site qui a un gros site d'autorité, il faudrait qu'il fasse un lien vers le domaine principal à la rigueur sur la page d'accueil du. Ben, c'est un peu ce qu'on avait vu avec la petite culotte blanche là. Mais il recevait un gros lien d'autorité de la page d'accueil vers la page d'accueil, mais le jus ne s'exprimait pas, parce que c'était fictif, enfin il y avait un trop gros décalage. En fait, il faut recevoir un peu des liens de la taille de son site. C'est plus naturel de recevoir des liens de sites qui font à peu près la même taille. Une autre question là-bas ? Ouais, j'ai déjà le micro. Bonjour. Merci beaucoup déjà, c'était très instructif. Moi j'ai une problématique, on vient de lancer un site B2B, où en B2B, donc on n'a pas beaucoup de possibilités de faire de liens parce qu'on ne peut pas faire, en tout cas dans mon environnement, dans mon activité d'article presse, on ne peut pas faire de liens vers des concurrents, mais comme vous l'avez dit, encore moins. Mais en gros, quels sont les leviers possibles en B2B pour vraiment créer du trafic et être présent sur d'autres sites ? Alors, je vais t'adorer parce que justement, c'est tout le concept. Bon, le but, c'est pas de faire une conférence publicitaire, et vous l'avez vu, j'ai essayé de vous donner de l'information, mais justement, c'est la problématique à laquelle répond Netlinking, où on est propriétaire d'un catalogue de 4000 sites dans toutes les thématiques et beaucoup de thématiques B2B. Donc justement, c'était un problème pour les éditeurs de sites qui n'avaient pas de lien. Donc on a une solution à te proposer. Je t'adore. Génial, et moi aussi. Bon, tu seras ma prochaine success stories dans une de mes conférences, j'espère. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment vous distinguez thématique et sémantique. C'est une très bonne question. Alors, la thématique, c'est une mauvaise traduction. C'est le topic en anglais, c'est le sujet, mais quand on parle de sujet en français, c'est pas très clair. Ce sont ces 800 catégories qui ont été choisies arbitrairement par Google en prenant les données de Demos, et ils ont fait passer des PageRank par ces topics
que je traduis par thématique, et c'est une mauvaise traduction, donc c'est d'où la confusion. Et la sémantique, c'est le vocabulaire qui est utilisé dans un texte appartient à un champ sémantique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait l'analyse sémantique ici, ça ne veut pas dire que soigner la dépression, c'est le mot qu'on retrouve le plus dans ma page, mais ça veut dire que le vocabulaire qui est utilisé dans cette page se rapproche le plus du sens sémantique de soigner la dépression, et ainsi de suite. Et donc la sémantique, c'est le vocabulaire, et la thématique, c'est les 800 sujets de TrustFlow, puisque c'est Majestic qui nous la donne. Alors, ce n'est pas des données qui sont exactes, hein. Le TrustFlow, ce n'est pas exactement ce que fait Google, mais ça s'en rapproche, et c'est la seule donnée qu'on a, donc on fait avec. Merci pour ta question qui était intéressante pour justement préciser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est comment, timing? Il faut les libérer, ils sont en retard ou... 10 bonnes minutes. Il nous reste 10 minutes? Bon. Donc si vous voulez profiter de me poser des questions, c'est avec grand plaisir. Et puis si vous voulez vous enfuir, je vous libère également. Par rapport à la sémantique, comment on sait que un terme, par exemple là je vois suicide, correspond à la thématique dépression? Comment le lien se fait Alors je crois que ça s'appelle un lien de cause à effet. J'ai eu une question une fois où la personne me disait si le site X fait un lien vers le lien Y, est-ce que c'est bien? Et je lui ai répondu non, il vaut mieux qu'un site X fasse un lien vers un site X, c'est bien mieux en termes de sémantique. Et on était en Suisse et ils ont mis autant de temps que vous à réagir à ma blague. Alors, en fait, nous, tout à l'heure, je vous ai montré le TF-IDF, c'est-à-dire qu'on a une grosse base de données de mots-clés derrière, qui sont des mots pertinents et intéressants. On ne les a pas tous. Et derrière, ces mots sont regroupés par champs lexicaux. C'est-à-dire que derrière, le champ du suicide, je ne sais pas où il est passé, bon, il doit être quelque part. Derrière le champ du suicide, on a associé une centaine de mots-clés avec un coefficient de corrélation. Et donc, quand dans ce texte-là, on va retrouver des mots qui font partie de ce champ lexical, et on va associer les pourcentages, et donc ça va nous, enfin pas les pourcentages, la valeur finalement qu'on a donnée, et c'est ce qui nous permet d'approcher les champs sémantiques. C'est pas exactement ce que fait Google, hein, mais on s'en approche, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a tout un tas d'outils comme YourTextGuru, 1.fr ou d'autres, ou SEO Quantum, qui vous font des analyses sémantiques de vos textes, et qui vous permettent de dire, voilà, vous devriez rajouter tel mot dans votre texte, parce que si vous cherchez à cibler ce mot-clé-là, il manque ça. Mais du coup, il y a un nouveau terme qui n'existait pas avant. Tout à l'heure, il y avait burn-out, ou je sais pas, ou un terme qui n'existait pas il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. Alors, comment on fait pour le rapprocher du coup comment le rapprochement se fait vers cette thématique? Alors, c'est très intéressant également comme question. En fait, à peu près 20-25% des requêtes qui sont faites chaque jour dans Google n'existaient pas la veille. C'est des nouvelles requêtes. C'est énorme. Et on parlait de RankBrain tout à l'heure, c'est l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc quand on va taper une requête avec un nouveau terme, il va essayer de la rapprocher d'autres termes, et là il va analyser le comportement des utilisateurs pour réorienter son curseur. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de cluster sémantique, et donc il va se dire, ce terme, ça se rapproche de ça, mais il voit que les gens, quand on leur met ça, ils repartent, donc hop, on va réorienter, et comme ça, il arrive à rapprocher. Et il y a une nouvelle mise à jour qui vient de sortir il y a quelques semaines. J'ai oublié... Merci. J'ai failli dire une connerie en plus. Berthe, qui est aussi sur ces problématiques-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs recherches. Il y a la recherche vocale, mais qui est complètement différente. La recherche vocale, c'est on doit donner la bonne réponse. Alors que le search classique, on doit donner une liste de réponses avec un classement. Donc, pour nous, dans le business, généralement, on est plutôt sur le search classique, où on veut faire partie d'une liste de réponses et être le plus haut possible. La recherche vocale, c'est plutôt de l'information. Alors, si on vend des pizzas, qu'on nous demande une livraison de pizza et qu'on donne notre adresse, c'est génial. Mais voilà, donc et puis, sur le search classique, Google n'a pas de concurrent, sauf aux États-Unis et puis en Russie et en Chine. Mais globalement, c'est le moteur qui marche le mieux. Et en tout cas, en France, il n'y a pas photo. Par contre, sur la recherche vocale, il y a Amazon et ainsi de suite.
qui leur taillent vraiment des croupières. Donc leurs problématiques sont plus là. Donc effectivement, ils travaillent sur ces intelligences-là. Voilà, donc je vais un peu diverger sur ta question, mais... Très clair. Merci. Ouais. Est-ce que justement l'avenir, c'est pas de se référencer sur les questions ? Alors, là, je ne sais pas si on vous a entendu du fond. Il disait, est-ce que l'avenir, ce ne serait pas justement de se référencer sur ces questions ? C'est une très bonne stratégie de SEO. C'est-à-dire qu'en fait, un moteur de recherche répond à une question. Donc, quand vous construisez votre contenu, n'hésitez pas à utiliser une question comme titre. Parce que justement, il va mieux comprendre que vous apportez la réponse. Donc oui, ça marche très bien en génération de trafic. Alors derrière, ce n'est pas forcément du trafic hyper qualifié. Ça dépend, quoique, il faut essayer de tourner pour orienter les questions justement vers les produits qu'on vend. Mais oui, il y a des outils, par exemple, un outil qui est assez sympa, c'est Answer the Public. N'hésitez pas à noter le nom. Vous tapez un mot-clé, ça vous donne toutes les questions qui vont avec. Donc si vous cherchez des idées de titres, Answer the Public. Autre question ? Sinon, on peut aller boire un café. Ah. Une question par rapport à l'architecture du site web. Ouais. Tu parlais tout à l'heure par exemple, je publie un article de blog qui est hyper pertinent pour mon site, pour mon secteur d'activité, on va dire. Donc il apparaît dans mon blog. Est-ce qu'il est recommandé, par exemple, de le mettre aussi sur ma page d'accueil, vu qu'il est pertinent dans le contenu de ma page d'accueil ? Mais est-ce que, par rapport à ce que tu disais, ça ne va pas diluer le flow, etc. Alors, si ton article est très pertinent et qu'effectivement tu le mets sur la page d'accueil, il va recevoir énormément de jus. Donc en plus, il est bien écrit, il est pertinent, il va bien se placer. Alors ça prendra du temps, c'est pas instantané, enfin ça dépend des sites. Et donc ça va être bien. Le problème, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas écrire un autre article pertinent qui viendra prendre la place de cet article pertinent, et que ton article ne sera plus sur la page d'accueil, là tu vas perdre le jus de ta page d'accueil. Donc le blog, c'est bien, mais en fait, je pense qu'il faut construire son contenu dans WordPress qui est couramment utilisé. Il y a des pages et des articles. Les pages, ça va être pour faire du contenu de fond qu'on va structurer. On va apporter de l'information et de l'information qui est stable. Et c'est là-dessus qu'on va bâtir son SEO. Et à côté, on va avoir du blog avec des articles qui vont être datés, qui vont apparaître, qui vont parler d'actualité, qui vont pouvoir apporter du trafic, qui vont aussi pouvoir faire des liens intéressants vers nos pages justement structurées. Mais c'est dangereux justement de construire sa stratégie de trafic sur du contenu de blog. Il vaut mieux investir dans du contenu statique et bien structuré dans son site. Voilà. Ok, merci. Mais ça ne veut pas dire que d'être blogueur. Et puis après, c'est le problème des sites de presse où ils sont dans un système où ils doivent toujours publier du contenu. Et leur trafic est généré par les contenus les plus récents. Et puis quand les autres sont intéressés, ils ont moins de jus, donc ils se positionnent moins bien. Et donc ils sont tout le temps dans une machine avec du nouveau. C'est un modèle économique, mais je pense que si vous avez un site d'entreprise classique avec des produits ou un site e-commerçant, il vaut mieux aller bâtir du contenu sur ces pages catégories ou sous-catégories ou sur ces produits phares plutôt que sur une stratégie de blog qui n'est pas inintéressante en soi, mais voilà, moi j'aurais tendance à plutôt aller bâtir sur des pages que sur des articles. Okay. Bon, on va arrêter. Alors, n'hésitez pas et s'il y avait encore une question, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand, je suis encore là ce soir et demain, et puis si vous avez besoin, comme le monsieur là-bas, de liens B2B, je résolverai vos problèmes. Merci beaucoup.